RFM Midi. RFM Midi. 12 heures partout au Sénégal, même heure en temps universel. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le grand journal de la mi-journée. Souleymane Niang. Au sommaire, les résultats de l'autopsie du prévenu mort en détention à la prison de Tambacounda après les événements de Niéniéro. La famille rejette les résultats. Elle a cependant procédé à l'inhumation hier. Proposition de sortie de la crise entre le Premier ministre et l'Assemblée nationale au sujet de la déclaration de politique générale. Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly annonce une proposition de loi pour la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Déguerpissement des ambulants de Colobane au lendemain de la visite troublée du Premier ministre sur place. Nous sommes retournés à Colobane à suivre le reportage de Koumba Sandiane Faye. Nous évoquerons le 30e anniversaire de la radio Sud FM, la première radio privée au Sénégal qui a été portée sur les fonds baptismaux le 1er juillet 1994. Et puis élection présidentielle en Mauritanie, le président sortant Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, donné vainqueur dès le premier tour. Son principal opposant Biram Da Abeid a aussitôt rejeté les résultats. Dans notre rubrique Point de vue, débat sur les relations de plus en plus heurtées entre certaines institutions, notamment entre le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko et l'Assemblée nationale dominée par le groupe Benno Bokk Yakaar. À la mise en onde, Alioune Ba. Souleymane Niang. Les résultats de l'autopsie du prévenu Mamadou Kanouté, âgé de 65 ans, sont maintenant connus. La conclusion parle d'une mort causée par un infarctus du myocarde, mais la famille reste sur sa position de départ. Elle rejette les résultats. Cependant, elle a procédé à son inhumation au cimetière de Niéniéro. Idrissa Makalou, porte-parole de la famille, au micro de Pape Ousseynou Diallo. Nous sommes à Niéniéro pour les besoins de l'inhumation de Mamadou Kanté. Il y a une foule inestimable qui a effectué le déplacement pour venir, en tout cas, participer à son inhumation. Les gens viennent de partout. En tout cas, c'est du jamais vu. Pour ce qui est donc des causes de son décès, qu'on se dise la vérité, il est décédé entre les mains donc de la justice. Ce sont les gendarmes qui l'ont torturé. Nous avons toutes les preuves, nous avons les témoins. Du début de son arrestation jusqu'à son déferment. Il a été gazé, il a été menotté. D'ailleurs, il leur a même demandé qu'il est malade. Malheureusement, ils ne se sont pas souciés de lui. Ils l'ont mis dans une chambre où il y avait un climatiseur. À un moment donné, ils l'ont ressorti pour le mettre dans la chambre de sûreté. Ils l'ont même donné 2 médicaments. Il a refusé sous prétexte qu'il avait des vertiges. C'est par la suite donc qu'ils les ont embarqués dans un camion avant de les déférer au parquet de tribunal de Tambacounda. Il ne cessait de crier à tue-tête: je suis malade, aidez-moi, je suis malade, aidez-moi. Malheureusement, personne ne se souciait de lui. Il est décédé en prison. Il est décédé en prison et non à l'hôpital régional. Nous avons un témoin, celui avec qui il partageait la même chambre, nous a dit qu'il est décédé en prison et non à l'hôpital. Et non à l'hôpital. C'est le lendemain qu'ils ont appelé son frère. 12h04. Lendemain de la descente du Premier ministre Ousmane Sonko à Colobane, les marchands tabliers impactés par les opérations de déguerpissement dans le désarroi. Ils accusent les riverains, la municipalité, mais ils n'ignorent pas la circulaire du ministre de l'Intérieur qui est à l'origine de leur déguerpissement. Une paternité de leur sort qu'ils disent ne pas comprendre. Les commerçants délogés alertent et souhaitent des mesures pour un dénouement de la situation suite aux propos du Premier ministre. Retour sur les lieux dans ce reportage de Koumba Sandiane Faye. Mine découragée, assis sur des bancs, sur ce trottoir qui a longtemps été leur lieu de gagne-pain. Ils sont des impactés suite aux récentes opérations de déguerpissement des artères du marché Colobane. Eux, ce sont les tabliers établis plus précisément à... Cet homme, la cinquantaine, vend ici depuis des
des années. Depuis vendredi, ils sont délogés des trottoirs. Ces victimes accusent les riverains et la municipalité. Mais ce n'est pas que cela, la paternité de leur sort reste aussi nébuleuse. Les exécutants de la mesure leur ont causé du tort, mais il n'y a pas eu d'altercation. Et leur douleur est plus profonde. C'est parce qu'ils voient du favoritisme dans l'élaboration de ces opérations. Néanmoins, il reste encore de l'espoir suite à la visite hier du Premier ministre. Ces marchands tabliers appellent les riverains, la municipalité et le ministre de l'Intérieur à se plier à l'appel du Premier ministre de la tolérance pour qu'ils puissent continuer à vaquer à ses occupations sur ces sites. Sur cette affaire encore, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar sur la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko qui a déclaré hier à Colobane qu'il n'était pas au fait d'une circulaire du ministre de l'Intérieur demandant à l'administration territoriale d'initier des opérations de désencombrement de la voie publique. Selon Abdou Mbow, le général Jean-Baptiste Tine doit en tirer les conséquences et démissionner de son poste parce que désavoué par le président et son Premier ministre. Abdou Mbow était l'invité d'RFM Matin. J'ai été à la fois étonné, surpris et nous sommes en danger. Le Sénégal est en danger parce que si le Premier ministre de la République du Sénégal se dit ne pas être informé d'une lettre que le ministre de l'Intérieur a fait, c'est quand même grave. Nous devons nous inquiéter pour la sécurité de ce pays. Mais cela ne me surprend pas venant de Ousmane Sonko, qui est un adepte des revirements spectaculaires, un adepte des fausses déclarations, mais aussi un populiste. Parce que tout le monde sait que ce qu'il a dit devant les ambulants de Kola n'est pas la vérité. Il ne peut pas ignorer une circulaire de son ministre de l'Intérieur. Et cela nous inspire quand même que nous avons à la tête de cet État des amateurs, des aventuriers, des gens qui ne feront absolument rien pour que ce pays puisse aller de l'avant. Il faudrait que les Sénégalaises et les Sénégalais comprennent que le Sénégal est en danger et que aujourd'hui le ministre de l'Intérieur devrait rendre le tablier démissionné du gouvernement parce qu'il a été désavoué publiquement par son Premier ministre et le Président de la République. Tout à l'heure, j'avais dit que pour la promulgation, si le Président de la République ne le fait pas, c'est le Président de l'Assemblée qui le fait. Je voudrais juste rectifier que ce n'est pas l'article 57. Mais plutôt l'article 75. J'ai fait la confusion tout à l'heure et je voudrais vraiment faire cette précision. Nous parlons toujours de cette sortie d'Ousmane Sonko à Colobane sur les déguerpissements des marchands ambulants initiés depuis quelques jours. Le Premier ministre, vous l'avez entendu, a soutenu qu'il n'était pas informé et que c'était une initiative du ministère de l'Intérieur, des maires et de l'administration territoriale. Dans ce midi donc, on s'interroge sur la solidarité gouvernementale. Mohamed Ali Mouba. La solidarité gouvernementale renvoie à un principe moral, presque une contrainte, laquelle impose aux ministres de ne pas agir les uns contre les autres. Le gouvernement est un tout global collégial. Abdou Fouta Yahompa, inspecteur du travail à la retraite. Signifie que les jeunes ne doivent pas se défausser sur les autres, autrement dit renvoyer leurs responsabilités. Et tout le monde doit pouvoir se couvrir. Par conséquent, lorsque une action gouvernementale n'est pas à la hauteur de l'entente du chef du gouvernement, du chef de l'État ou de la population, nécessairement, il faudrait que le gouvernement, dans son entièreté, l'assume. Et en premier lieu, le chef du gouvernement. Autrement dit, il ne faudrait pas, à chaque fois qu'il y a un couac, qu'on puisse dire que c'est tel démembrement du gouvernement qui en est l'auteur. Je crois que ça, c'est le minimum qu'on apprend à quelqu'un qui est membre d'un gouvernement. Pourquoi Ousmane Sonko, le Premier ministre, ferait-il entorse à cette règle, alors même qu'il est le chef du gouvernement? Abdou Fouta Yahompa ne comprend pas. Ça fait désordre au sommet de l'État. Ça donne l'impression d'une cacophonie.
Oui, mais mais tout ça montre simplement l'impréparation de certains à assumer de hautes fonctions publiques. Quand vous le dites, les gens vont dire oui, tel, mais c'est la réalité, on peut le toucher du doigt. C'est tout simplement cela. L'analyste politique Babacar Dione récuse le principe de solidarité dans cette affaire. Il estime qu'Ousmane Sonko est dans le populisme et la politique politicienne. Non, je crois personnellement que ce qui s'est passé entre Ousmane Sonko et le ministre de l'Intérieur, Général Tine, moi je crois que ça ne peut pas s'inscrire dans l'ordre d'une solidarité gouvernementale. Ce qui s'est passé, c'est un ministre qui a pris une décision. Et je vois mal comment un ministre de l'Intérieur peut prendre une décision, une circulaire donnée à tous les démembrements de l'État, en l'occurrence les gouverneurs et les préfets, et que son Premier ministre ne puisse pas être au courant. Donc je crois que s'il y a même solidarité gouvernementale ou désolidarité gouvernementale, c'est au Premier ministre qu'on doit le dire. Parce que cette décision-là engage tout un gouvernement, on le sait. Ce n'est pas la première fois que Sonko se défausse sur ses collaborateurs, ministres, préfets et gouverneurs. Il y a quelques jours, il avait livré son ministre de la Justice, Ousmane Diagne, à la vindicte populaire, après avoir révélé le secret de leurs échanges téléphoniques. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Venons-en maintenant au bras de fer entre le chef du gouvernement et l'Assemblée nationale au sujet de la déclaration de politique générale avec cette proposition d'un député pour sortir de l'impasse. Une proposition de loi pour la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly veut la réintégration des articles 97, 98 et 99. Il a fait face à la presse. Le voici au micro d'Awambaye. J'ai pris une initiative parlementaire en me basant sur l'article 60 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour faire une proposition visant à modifier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La loi numéro 2002-20 du 15 mai 2002. Tout le monde sait que les articles 97, 98, 99 relatifs à la déclaration de politique générale, à la motion de censure et au vote de confiance ont été enlevés en 2019. Et j'ai pensé que c'est nécessaire aujourd'hui, face à la polémique, de les réintégrer. Au vote de confiance ont été enlevés en 2019. Et j'ai pensé que c'est nécessaire aujourd'hui, face à la polémique, de les réintégrer. Tout le monde sait que le Premier ministre, sur la base de la Constitution, doit le faire. Mais la base de la Constitution doit le faire, mais pas dans le règlement intérieur. Je veux déposer la proposition aujourd'hui avec les améliorations dans les articles cités. Traduction assurée par Georges Déthié Diop. Le juriste El Amat Thiam déplore le bras de fer entre les députés de la majorité et le Premier ministre Ousmane Sonko autour de la déclaration de politique générale. Il préconise la saisine du Conseil constitutionnel pour arbitrage. Écoutons El Amat Thiam, interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. Les deux entités, que ce soit l'exécutif, le pouvoir exécutif auquel appartient le Premier ministre, et le législatif, chacun des deux ne pas donner l'injonction à l'autre parce que c'est des pouvoirs qui sont autonomes, qui sont libres, qui sont indépendants. Donc maintenant, c'est dommage qu'on en est arrivé à là, d'en faire un débat vraiment, non plus politique, mais un débat plutôt entre partisans. C'est-à-dire, je me dis que c'est la deuxième mi-temps du classico des élections entre APR et PASTEF qui se continue actuellement. Maintenant, il faut se dire une chose. L'un l'autre, chacun a tort, a raison d'un point ou d'un autre. Le Premier ministre, il n'est pas tenu par des délais parce que les délais auxquels il a été tenu a été modifié par la loi. Donc, dans ce cas, l'Assemblée nationale ne peut pas donner des injonctions au Premier ministre de venir faire sa déclaration de politique générale dans un délai parce qu'il y a plus de délai. M. Ousmane Sonko aussi, le fait qu'il dit que voilà, si l'Assemblée ne modifie pas ses dispositions, il va faire ça ailleurs dans une autre place. Là, je me dis qu'il a fait une aberration de langage. Peut-être, bon, c'est une façon de réponse au berger à la bergère qu'il a utilisé. Mais je dis que M. Ousmane Sonko, dans ce cas de figure-là, il y a ce qu'on appelle en droit administratif, qu'on appelle pouvoir exceptionnel, compétence liée. Là, dans ce cas de figure, il est lié par les dispositions de la Constitution parce que la déclaration de politique générale doit se faire uniquement et seulement devant l'Assemblée nationale et non ailleurs. Donc, dans ce cas de figure-là, il est lié. Maintenant, puisque, comme on le dit à l'offre, maintenant, en pareil circonstance, ce qu'il a lié de faire, il faut utiliser les services encore du Conseil constitutionnel, faire appel à la compétence du Conseil constitutionnel, en faisant encore plus demander maintenant, puisqu'en l'absence qu'il y a un vide juridique relatif au délai. Maintenant, qu'est-ce que le Conseil constitutionnel en prévoit, puisqu'il y a un vide juridique, parce que seul le Conseil constitutionnel est l'interprète légitime et légal de la Constitution. C'est lui qui juge chargé de la stabilité des institutions en cas de problème. Voilà pourquoi je me dis que pourquoi pas le président de la République ou un dixième des députés puis saisir le Conseil constitutionnel, un bon républicain, un gentleman, saisir le Conseil constitutionnel pour lui dire que qu'est-ce que le droit a dit en pareille circonstance qu'il y a un but juridique. El Amat Thiam, juriste, par ailleurs président du mouvement citoyen Justice sans frontières. RFM.
L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le reste de l'actualité avec les épreuves du baccalauréat général qui démarrent demain mardi. Cette année, ils sont plus de 159 000 candidats répartis dans 509 jurys et 486 centres d'examen. Le directeur de l'office du bac assure que tout est au point pour un bon déroulement de l'examen. Il exhorte les candidats à éviter d'amener des téléphones portables dans les centres. Cher Ahmadou Bamba Gueye est au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. On a cette année-ci 159 487 candidats et ce que nous demandons aussi aux élèves qui vont venir au niveau des centres d'écrit de ne pas venir avec les téléphones portables et tout appareil assimilé. Parce que les convocations qu'ils ont eu à recevoir, c'est bien marqué que les smartphones sont interdits, prohibés dans l'ensemble des centres d'examen. Et pour le baccalauréat de 2024, nous avons 696 présidents de jury qui sont répartis dans des jurys secondaires ou bien des jurys principaux. Nous avons aussi 10 008 examinateurs. Les examinateurs sont censés corriger les copies des candidats au niveau de toutes les séries. Nous avons 16 000 surveillants parce qu'au niveau de chaque salle, nous avons 3 surveillants qui sont dans les salles pour pouvoir donner de la crédibilité au niveau du baccalauréat. Et nous avons aussi 486 centres de composition. Tout est au point parce qu'au niveau de l'organisation du baccalauréat, nous avons ce qu'on appelle des superviseurs qui sont chargés de pouvoir vérifier sur le terrain est-ce que les présidents de jury sont bien arrivés sur les sites. Au niveau des centres de composition en parallèle avec le chef de centre, est-ce que tout est OK? Et les informations que nous recevons depuis ce matin nous montrent que les chefs de centre ont bien fait les numérotations des tables et ils sont en train même de faire les assises au niveau des centres. Les présidents de jury sont sur site pour les sites les plus proches et les autres sont en train d'arriver au niveau des sites les plus lointains au niveau du Sénégal. À Saint-Louis, après la visite du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à l'Université Gaston Berger, les étudiants de Sanar préviennent. Ils rappellent au ministre les engagements pris et qui sont liés au manque de salles de cours, de connectivité, d'hébergement et d'assainissement, ainsi que des problèmes de restauration. Il n'y aura pas de cours en début octobre si ces engagements ne sont pas respectés, avertissent-ils. Saher Bambadien est le président de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Il est avec Ousseynou Diop. 2024, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a fait le déplacement au niveau de cette université. Nous avons noté des problèmes liés à la connectivité, des problèmes liés à l'électricité, des problèmes de salles de cours et de TD. Nous avons des problèmes liés à l'assainissement qui causent d'énormes soucis aux étudiants. S'en suivra les problèmes liés à l'eau qui est une source vitale. Ensuite de cela, la restauration qui occupe une place prépondérante dans la vie estudiantine. Et pour finir, des problèmes liés à l'hébergement. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a pris des engagements forts par rapport à ces différents problèmes soulevés en 2025. Et aujourd'hui, la coordination des étudiants de Saint-Louis tient à rappeler au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation que si toutefois ces engagements ne sont pas pris en compte, ne sont pas respectés par ces autorités-là, il n'y aura pas de rentrée en octobre. 12h19, le président de l'ACSIF, Famara Ibrahima Sissé, et 2 autres membres de la dite association de défense des usagers des banques et des services financiers ont été arrêtés ce matin devant le siège de la Banque de l'Habitat du Sénégal. Leur arrestation est due à un sit-in devant cette banque pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme des prélèvements frauduleusement opérés par la BHS sur les comptes des clients dans la nuit du 28 juin 2024, des prélèvements démentis par la banque dans un communiqué il y a quelques heures. L'Observatoire de la qualité des services financiers lance une caravane de sensibilisation régionale pour promouvoir les modes alternatifs de règlement des différends. Cette initiative vise à défendre les intérêts des usagers et à résoudre les litiges pour alléger la charge de travail des tribunaux. 3 régions du centre sont concernées par ce programme. Adama Kandialo, médiateur des assurances à l'Observatoire avec Fatoumba.
vulgariser les modes alternatifs de résolution des litiges, modes alternatifs de résolution des différends ou bien des conflits. Parce que de plus en plus dans le monde entier, les gens évitent d'aller au tribunal et principalisent des modes beaucoup plus soft qui sont des modes à l'amiable et qui sont gratuits afin de désengorger les tribunaux. En 2009, le Sénégal s'est dit, pour que la confiance des citoyens puisse avoir lieu au niveau des institutions, il faut qu'il y ait un observatoire qui fait des recommandations fortes à l'État pour que véritablement qu'on défende l'intérêt des usagers des services financiers. Dans le même instant qu'il s'est dit, il ne manquera pas d'avoir des litiges. Donc il a créé 2 médiateurs. Ils sont des institutions nationales au sein de l'Observatoire qui est aussi une institution nationale pour que s'il y a litige, gratuitement, que ces médiateurs interviennent et résolvent le problème. Souvent, on le fait dans un délai de 1-2 mois et ça ne dépasse jamais 1 an alors qu'on sait qu'au tribunal, on peut traîner 5 ans, 10 ans. Et c'est gratuit. Et ce qu'on peut dire comme résultat, on obtient vraiment près de 93% des dossiers traités trouvent une solution. Et jusqu'à présent, depuis 2009 jusqu'à maintenant, on a plus de 4000 dossiers traités. On a plus de près de 10 milliards banques et assurances où on a pu régler les problèmes sans aller au tribunal. Et toutes les régions ont été représentées, Fatick, Kaffrine et Kaolack. Et c'est près de 300 personnes qu'on a rassemblées. Pape Alé Niang est-il venu à la RTS pour prendre une revanche? C'est la question que se pose le collège des délégués de la RTS. Selon le coordonnateur Mama Moussa Niang, beaucoup d'acquis ont été supprimés depuis qu'il a pris la tête de cette organisation, la Société nationale RTS. Écoutons-le. Il faut dire que depuis son arrivée à la tête de la RTS, Pape Alé Niang est en train de remettre en cause tous les acquis qui ont été acquis après de longues années de lutte ici à la RTS. Jugez-en vous-même, en moins de 2 mois d'exercice de ses fonctions, le nouveau DG de la RTS a pris une dizaine de décisions impopulaires. D'abord, c'est l'avance tabaski de 100 000 francs qui date de plusieurs dizaines d'années qui est supprimé au grand malheur des gorgorous de la RTS. Pape Alé Niang ne s'est pas arrêté là, il a fait suspendre les lignes téléphoniques de tous les agents responsables, chefs de service chargés de coordonner les émissions et programmes de la RTS. Le nouveau DG a plus grave encore mis fin au contrat des agents qui ont fait plus de 2 ans de fonction. Des contrats à durée déterminée qui n'avaient que quelques jours pour être traduits en contrats indéterminés. Des journalistes, des agents de programme, des techniciens, des agents administratifs, tous se retrouvent sur le carreau. Pape Alé Niang, c'est la question qu'on se pose. Est-il venu pour prendre une revanche sur l'histoire? A-t-il une haine contre les agents de la RTS? Personne ne sait. En tout cas, il a un salaire de 5 millions. Il n'a jamais pensé à diminuer ce salaire de 5 millions. Il pense à diminuer le salaire des agents à travers une suspension de l'accord d'entreprise. Il est en train de remettre en cause l'accord d'entreprise, soit disant que les salaires sont exagérés. Et il a même demandé à la direction du capital humain de reprendre les bulletins de salaire avant ce 5 de ce mois. Et d'ailleurs, ces salaires qui sont en accord avec cette subvention, cette convention d'entreprise, ont été payés il y a 2 mois, 3 mois de cela. Maintenant, il remet en cause ces salaires-là. Nous sommes prêts maintenant à l'attaquer. Nous tiendrons demain, mardi, Inch'Allah, une assemblée générale à la RTS. Nous ferons face à Pape Alé Niang. L'actualité des médias dominée par l'anniversaire de Sud FM, l'aîné des radios privées du Sénégal qui fête ses 30 ans. Nous en reparlons plus en détail dans la deuxième partie de cette édition. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Présidentielle mauritanienne, l'on s'achemine vers un contentieux post-électoral. Les résultats provisoires donnent le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani vainqueur au premier tour. Résultat immédiatement rejeté par son principal opposant, Biram Da Abeid. Plus de détails à Nouakchott, Mohamed Diop. À 67 ans, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, issu d'une famille maraboutique, ancien chef d'état-major des armées et ministre de la Défense, a été replacé dès le premier tour à la tête du pays pour un second mandat de 5 ans. Il a obtenu 56% des voix selon les résultats provisoires proclamés par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Son principal rival, Biram Da Abeid, est arrivé en deuxième position pour la 3e fois consécutive, obtenant 22% des voix. Biram a aussi remporté 3 des 4 circonscriptions électorales à l'étranger, Afrique, Europe et Amérique, contre une seule Asie pour le président sortant. L'opposant a toutefois rejeté les résultats, qualifiant le processus de coup d'État électoral. Ses partisans sont descendus dans les rues brûlant des pneus en guise de contestation. En réponse, la police a bouclé les sièges de l'opposant au quartier Iloka à Nouakchott, y empêchant tout accès. En 3e place est venu Hamadi Sidi Mokhtar Mohamed Abdi,
candidat du parti islamiste Tawassul avec 12%, marquant le retour des islamistes après 15 ans d'absence à la présidentielle. Les 4 autres candidats se partagent environ 9%. El Aïd de Mohamed Mbarek 3%, Outouma Antoine Souleymane Soumaré 2%, Mamadou Bokarba 2% et Mohamed Lemine El Mortegi El Wavi 1%. Sur 1,9 million de Mauritaniens appelés aux urnes, 53% étaient des femmes. Le taux de participation a atteint 55%. Mohamed Diop, RFM, Nouakchott. Autre élection en France, la montée du Rassemblement national largement en tête au premier tour des législatives anticipées. Environ 34% des suffrages, le Rassemblement national et ses alliés ont obtenu leur meilleur score au premier tour d'un scrutin dans le sillage des européennes. Le RN qui devance le nouveau Front populaire réunissant la gauche, loin devant le camp de Emmanuel Macron, a demandé aux Français de lui donner une majorité absolue au deuxième tour. Le cas échéant, est-ce que ce sera une surprise? Régis Oumpe répond par la négative. Il est analyste et directeur exécutif du cabinet Interglobe Conseil à Paris. Pour quelqu'un qui connaît un peu les arcanes de la politique française et des derniers développements donc des élections européennes, le retour en force, la montée en puissance donc du Rassemblement national n'est tout sauf pas une surprise, c'est pas un accident. C'est un travail bien fait, bien préparé, de longue haleine, qui ont laissé infuser les idées, j'allais dire, autocrates, réactionnaires, racistes et fascistes du Rassemblement national depuis au moins 2002. Rappelez-vous les élections présidentielles qui ont opposé le président Chirac et Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Jordan Bardella est aux portes de Matignon. Il aura les clés de Matignon bientôt. Il aura l'ensemble des ministères. Il aura l'Assemblée nationale. Bref, le pouvoir aujourd'hui français est aux mains donc de tous ceux qui, pendant longtemps, ont considéré que le système n'était pas le leur. Donc c'est la victoire des antisystèmes. Malheureusement, on parlera moins de pouvoir d'achat, on parlera moins de conditions de vie et de travail, on parlera davantage avec ce gouvernement, avec cette nouvelle donne politique, on parlera davantage d'étrangers, des Noirs, des réfugiés. Ça va être très compliqué. Et puis, il y aura un parfum de racisme dans l'air. C'est triste, c'est malheureux, mais la France, je dirais, n'aura eu que ce qu'elle mérite. Et puis, si elle mérite d'avoir à son pouvoir des fascistes, je dirais tant mieux ou tant pis. Régis Oumpe interrogé par Abdoulaye Cissé. Au Mali, d'anciens ministres devant la cour d'assises de Bamako. Ils sont impliqués dans plusieurs grands dossiers de crimes économiques et financiers présumés. La session spéciale démarre ce lundi. Plus de 180 accusés sont attendus à la barre au Moukal Soumli. Cette session spéciale de la Cour d'assises sur les crimes économiques et financiers va s'atteler durant environ 2 mois à plusieurs grands dossiers. Il porte sur des atteintes aux biens publics, blanchiment de capitaux ou encore faux, usage de faux. Sur la table de ces sessions spéciales de la Cour d'assises de Bamako, une 50aine de dossiers. À la barre, 181 accusés, dont une 15aine de femmes sont entendues. Parmi elles, l'ex-ministre malienne de Finances et de l'Économie, Boiré Fili Sissoko. Elle est citée dans une affaire d'achat d'équipements militaires dans laquelle elle a toujours clamé son innocence. C'est dans le même dossier, on retrouve l'ex-premier ministre malien Soumaïlou Boubèye Maïga, décédé en détention en mars 2022. Au nombre des affaires phares, il y a aussi le dossier de la Société d'énergie du Mali. Ancien ministre et ancien haut cadre de la société devraient comparaître pour répondre notamment d'atteintes aux biens publics ou encore de faux, usage de faux. Les regards sont également tournés vers le dossier de ristourne des producteurs de coton impliquant un ancien responsable de la filière et une douzaine de co-accusés. Dans ce dossier, en novembre 2021, un verdict controversé avait été prononcé avec libération du principal accusé. La justice avait fait appel, ce qui conduit aujourd'hui à un nouveau jugement devant la cour d'assises. Le Burkina Faso, pour terminer, plus de 150 terroristes neutralisés les 25 et 26 juin. C'était lors d'une opération menée par l'armée dans la région de l'Est du pays. L'armée burkinabé, citée par l'agence d'information du Burkina, a indiqué que mardi dernier, des centaines de terroristes ont tenté au niveau de la localité de Yamba d'empêcher des soldats en mission de ravitaillement d'entrer dans la région de l'Est. Merci Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
S'achemine-t-on vers une crise institutionnelle au Sénégal? Si oui, comment éviter l'impasse? Débat, donc tout à l'heure, d'un point de vue sur les relations de plus en plus tendues entre certaines institutions, notamment entre le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko et l'Assemblée nationale dominée par le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Et pour en parler, nous serons avec M. Alioune Souaré, ancien député spécialiste du droit parlementaire, et M. Pathé Mbodj, analyste politique. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Ama Baldé se relance dans l'arène et défie Franc avant son combat contre Reug. Le fils de Falaye Baldé a remis les choses à leur place hier en battant Gris Bordeaux avec la manière dans une arène nationale remplie comme neuf. Le Pikinois s'est réhabilité dans l'arène après sa victoire donc sur le 3e tigre de face. Ama veut désormais affronter Franc des Parcelles avant d'aller croiser le fer plus tard avec Reug. Pour Abondur, c'est un combat normal qui doit avoir lieu. Il est journaliste mais également spécialiste de la lutte. La victoire de Ama Baldé face à Gris Bordeaux est une victoire qui va faire énormément de bien à Ama Baldé lui-même, au lutteur, à son écurie Falaye Baldé, à l'ensemble de la banlieue de Pikine, qu'il ait eu le dernier mot face à Gris Bordeaux. Maintenant que Ama Baldé se dise prêt à affronter Franc et à mon avis une aubaine pour le promoteur qui pourrait décrocher depuis un moment après que Franc a fait ses preuves face au lutteur de sa même génération. Il s'est payé le scalp de Bombardier dans un combat éclair. Donc tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que Franc mérite d'affronter les lutteurs dits VIP. Je pense qu'il n'y a pas meilleur combat entre Ama Baldé et Franc. Et si Ama Baldé lui-même le défie, alors qu'il n'était pas obligé de le faire, on pouvait peut-être attendre que Franc défie Ama. Mais que Ama défie Franc. Basketball et Euro 2024 pour finir cette page des sports. Avec la 3e journée du Final 8, d'abord chez les filles cet après-midi, Diamaguène contre AS Ville de Dakar. Ensuite, CMT Ziguinchor contre la Jeanne d'Arc de Dakar. Chez les hommes, à 19h, UGB contre Douane. La suite est prévue demain. Vous aurez plus d'infos sur ça avec Soletam dans les éditions du soir. Copa América et Euro en Allemagne. La France joue à 16h contre la Belgique. Le Portugal défie la Slovénie. Et la Copa América, 3e journée de la phase de poule. Ce soir, choc entre les pays organisateurs, les États-Unis et l'Uruguay de certains joueurs connus en Europe, mais également de Marcelo Bielsa, qui est l'entraîneur de l'équipe uruguayenne. Rendez-vous sportif bien noté sur notre agenda. Pour l'instant, il est 12h33. RFM reportage. Je vous le disais, Sud FM, la première radio privée du Sénégal, célèbre aujourd'hui ses 30 ans. C'est beaucoup d'émotions pour les journalistes qui étaient là depuis le début de l'aventure. À l'époque, c'était une bataille pour la liberté d'expression. Et aujourd'hui, malgré les difficultés, les gardiens de la maison mettent un point d'honneur à maintenir la barque à flot. Anna Rocha. Sud FM est apparu sur les ondes le 1er juillet 1994. À l'époque, la première voix de cette radio, c'était Jacqueline Fatima Bokoum. Il était 6h du matin lorsqu'elle présente le premier journal parlé. Aujourd'hui, elle est journaliste, spécialiste en communication et directrice de communication de l'APIX. Sud FM, c'était l'aventure d'une génération. C'est aussi l'aventure d'une célébration de grande liberté d'expression. C'était une bataille. Aujourd'hui, ça a l'air très simple de pouvoir dire ce qu'on veut et de pouvoir surtout dire les thèmes. Et on a eu la chance, nous, à 20 ans, d'être la génération qui a profité de la libéralisation de l'audiovisuel privé. Et c'est comme ça que l'aventure Sud a commencé. Et aujourd'hui, au même titre que Le Soleil a une école dans le journalisme en termes de passage, aujourd'hui aussi Sud a une réelle école. Parce que je pense aujourd'hui qu'au moins la moitié de cette profession est sorti des flancs de cette radio et de ce groupe. C'est un hommage qu'on lui doit et qu'on lui devra tout le temps. La route a été longue, parsemée d'embûches même, mais Sud a su être résiliente. Cette longévité, c'est aussi grâce aux fondateurs du groupe tels que Babacar Touré, Baye Omar Gueye et l'actuel directeur général de Sud FM. Ce que le président Babacar Touré nous a laissé énorme en termes d'héritage, ce qu'il faut retenir, c'est que du côté de Babacar Touré, c'est le professionnalisme, c'est la rigueur,
mais c'est surtout la simplicité et cette probité morale, oui, ne pas aller chercher le succès, mais surtout la valeur, parce que le succès est éphémère, la valeur reste. L'Esprit Sud existe et demeure selon Baye Omar Gueye et c'est ce qui continue de faire sa force. Sud FM, 30 ans de radio au service de l'info. Et bien sûr, au nom de tout le personnel du groupe Futur Média, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à nos confrères de Sud FM et nous leur souhaitons d'en fêter bien d'autres dans les décennies à venir. RFM, presse du jour. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, déguerpissement à Colobane, Ousmane Sonko jette l'opprobre sur ses collaborateurs. Je n'étais pas au courant. Ce sont les maires, les préfets, les gouverneurs, le ministre de l'Intérieur qui sont à la manœuvre. En 2 temps, 3 mouvements, Ousmane Sonko lâche tout le monde et il se lave à grande eau, se défausse sur tout ce beau monde. Chaud, tout chaud, bûcheronne le journal, le quotidien. Le Premier ministre est livré hier au marché Colobane à une séance d'explication, indique le journal. S'il a tenté d'apaiser les marchands ambulants victimes de déguerpissement, la colère gronde toujours dans les rangs. Colobane, théâtre des opérations, Ousmane était allé faire de la politique politicienne. Bosbi le jour décrypte l'insinuation de Sonko et d'Abbas Fall contre le maire de Tahaou de Colobane et les accusations des marchands ambulants. Sonko prépare les législatives, c'est Barthes qui est visé. Le journal note qu'en fait, il a tâté le pouls de la fidélité à Hans Bernard. Il a attaqué l'ancien régime en place, le morcellement de la plage de Hans Bernard. Le journal, l'AS, lui aussi, semble avoir compris le manège, le jeu double du personnage en campagne électorale, flinguant les principales forces en présence Tahaou, Dakar et la paire notamment. Mais problème, un crime n'étant jamais parfait, Ousmane a été contredit par la circulaire de son ministre de l'Intérieur qu'il jette en pâture. Sur ça qui moque le Premier ministre nous dit que Koromak, le surnom d'Ousmane Sonko, Koromak est bien Todnafi. Son gouvernement qui prend une circulaire pour chasser les ambulants. Ousmane Sonko, le ministre en chef, dit ignorer la mesure. L'Obs parle du double jeu du personnage qui allume la mèche et vient jouer aux sapeurs-pompiers. Tribune rappelle d'ailleurs que ce sont les maires de Pastef qui ont été les premiers à déguerpir les ambulants. Bilal Diatta à Kermassar, Maïssa Mahékor Youf à Golfe Sud. Commentaire du sucré salé. Eh bien, Ousmane Sonko est un premier ministre hyperactif. Les premiers mois de la gouvernance de ce dernier ne sont pas loin de rappeler les débuts de Maître Abdoulaye Wade au pouvoir. Un dirigeant hyperactif qui veut faire sentir son empreinte dans tout ce qui se passe dans le pays. Qu'il s'agisse de diriger des opérations de désencombrement à des rues ou de superviser la publicité pour les médias, du banal travail administratif. Verra-t-on à ce rythme le PM décider du menu des ménages ou des jeux des cours de récréation, s'interroge le confrère. En tout cas, du temps de Adjissar, au moins on parlait de complot de Mortal Kombat, du loup quoi, s'exclame encore la publication. Madiambal Diagne, dans son commentaire du jour, le biétiste de Bosbi le jour parle de dimanche de Sonko et le jour du verbiage. Quel premier ministre, s'exclame le journal. Samedi, il joue aux journalistes et annonce un fait grave comme la révélation d'un scandale. Après les impôts, les constructions sur le littoral, Mbour 4, les rapports du Prodac et d'autres encore. À Colobane, Sonko est venu, il a vu et il a convaincu. Pour le moment, mais il reste que, comme au Grand Théâtre, il est encore dans l'opposition. Là où l'on attend des solutions, plus que le livre qui a de les dimanches de Sonko, c'est les jours du verbiage, même si Badolo n'a pas les voix de Amadou et Mariam. Commentaire de Madiambal Diagne, Ousmane Sonko avait la force d'aller vers les députés pour cause. À présent, la guerre majorité-opposition autour de la DPG, la majorité a bloqué samedi, vous le savez, le débat d'orientation budgétaire, renvoyé le ministre Ousmane Sonko. Tribune note que le bureau de l'Assemblée nationale a dit non, pas de débat d'orientation tant qu'Ousmane ne se présente pas pour sa DPG. Une crise institutionnelle est en téléchargement prédit. Le journal Bosbi le jour note que l'annulation du débat d'orientation budgétaire, c'est l'acte 1 de la crise. On va donc vers des lendemains incertains. Amadouba a réagi selon l'ancien premier ministre, la DPG dans l'enceinte de l'Assemblée est un devoir sacré. Selon source entre Ousmane Sonko et la majorité à l'Assemblée, c'est du gatsa. Ousmane paie donc là pour son outrecuidance, son outrage. Et Madiambal Diagne, dans son commentaire du lundi, croit savoir pourquoi Ousmane Sonko a fait de la fuite en avant. Il écrit que Ousmane avait la force d'aller vers les députés pour cause. Cet exercice est sérieux et ne saurait être fait dans le dilettantisme. Le Premier ministre
socialiste est désarmé, d'autant que le fameux projet qu'il avait vendu aux électeurs se révèle être une chimère. Il n'est pas encore en mesure de décliner les axes de son action à la tête du gouvernement, à moins qu'il ne soit un premier ministre qui avoue, sans état d'âme, être le continuateur de ce que faisait Macky Sall. Et Madiambal Diagne de finir par dire Ousmane Sonko, par sa bravade ou sa fuite en avant, va se faire harakiri et perdre sur tous les tableaux, car non seulement il ne pourra pas empêcher la motion de censure, mais aussi il se verra privé de toute possibilité de conquérir une nouvelle majorité parlementaire dans le court terme. Il s'y ajoute, note le confrère, que dans un tel contexte de crise politique, il apparaît aux yeux de tout le monde comme étant le facteur provocateur de la crise par son attitude et que le président Bassirou Diomaye Faye serait enclin à ne pas le reconduire en cas de censure du gouvernement. Et de poursuivre, on comprend dès lors qu'il ait béni la médiation entreprise par des personnalités de la société civile pour tenter d'apaiser la crise politique. Le chef de l'État risque de finir par se sentir obligé de se séparer du Premier ministre, à moins qu'il ne choisisse de vivre et de mourir avec lui. Au demeurant, il est le garant du fonctionnement régulier des institutions. Connectez à tous. – 12h41, bienvenue dans notre rubrique Point de vue, débat sur les relations de plus en plus heurtées entre certaines institutions, notamment entre le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko et l'Assemblée nationale dominée par le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar au sujet de la déclaration de politique générale. S'achemine-t-on vers une crise institutionnelle? Si oui, comment éviter l'impasse? Pour tenter de répondre à cette question, nous sommes en ligne et en direct avec M. Alioune Souaré, ancien député et spécialiste du droit parlementaire. Honorable Alioune Souaré, bonjour. Bonjour Souleymane. Nous espérons être rejoints tout à l'heure par Pathé Mbodj, votre co-débatteur. Il est analyste politique, mais en attendant, voyons avec vous la situation. D'abord, tout a été dit sur ce qui s'est passé. On se tourne maintenant vers les pistes de sortie de crise, quelques propositions. Ce matin, le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly annonce une proposition de loi visant à modifier certains articles du règlement intérieur pour conformer le dit règlement intérieur à la Constitution, avec notamment le retour du poste de Premier ministre. D'autres évoquent l'arbitrage du Conseil constitutionnel. Selon vous, quelle est la meilleure voie pour éviter une éventuelle crise institutionnelle et sortir de l'impasse vers laquelle on semble s'acheminer? Oui, bon, il faut connaître le règlement intérieur qui est indexé. Allô, Alioune Souaré? J'entends d'autres voix là. Oui, allez-y. Alors, je dis que le intérieur qui est indexé, donc le loi organique. Et en matière de loi, il n'y a que le Conseil compétent. Donc, alors, de mon point de vue, cette démarche, on aurait pu le faire depuis. Parce qu'en fait, pour remonter un peu de cette règlement, que 2 ans, même Théodore et nous étions les premiers à alerter la 14e législature. Au moment de la pour dire on a introduit des discussions qui n'avaient pas respecté la procédure légale. Parce qu'une loi organique, il faudrait qu'elle soit votée à l'Assemblée nationale, il faudrait qu'elle soit promulguée. Avant de la promulguer, le président de la demande de conformité du Constitution. Et c'est ça, effectivement, lorsqu'on a supprimé le poste du Premier ministre en 2014-2019. Conseil constitutionnel a fait son avis de conformité, c'était sur décision
Malheureusement, la qualité de la liaison n'est pas des meilleures à l'une soirée. Je propose qu'on vous rappelle sur une meilleure ligne. En attendant, je voudrais introduire Pathé Mbodj qui nous a rejoint entre-temps. Pathé Mbodj, bonjour. Ouais, bonjour. Oui, Pathé Mbodj, on vous entend beaucoup mieux. On espère avoir la même qualité sonore avec le député Alioune Souaré dans un instant. Alors, vous, quel est votre point de vue sur tout ce que vous avez entendu ces derniers jours et plus précisément sur les pistes de sortie de crise? Comment sortir de cette impasse et faire en sorte que le Premier ministre puisse adresser sa déclaration de politique générale aux députés qui sont les représentants du peuple à l'hémicycle et continuer la vie de nos institutions normalement? C'est-à-dire comment continuer au-delà de ce que les gens prétendent sur la loi. La Constitution est là et elle est formelle. Maintenant, tous ceux qui ont été dans les mouvements associatifs savent que le Code des obligations civiles et commerciales définit les statuts et le règlement. La fonction étant définie, les modalités sont dans le règlement intérieur. En espèce, c'est la même chose. Il n'empêche que la Constitution, dans son article 55, je crois, dit que le Premier ministre présente sa DPO. Ousmane Sonko n'a qu'à se présenter à l'Assemblée, faire sa déclaration de politique générale. Et il ne dit pas non, il dit simplement qu'il faut que l'Assemblée nationale se conforme, sinon il va faire sa déclaration en dehors de l'hémicycle au-delà du 15 juillet. Non, je pense que là aussi, nous n'avons pas essayé de comprendre Ousmane Sonko. On s'est focalisé sur cet aspect alors qu'il avait ouvert 3 perspectives. Ousmane Sonko, étant habitué à des situations difficiles, cherche toujours à s'en sortir en partant de la réalité et en dessinant des paraboles dans l'espace. Il vous dit, et ce n'est pas seulement le 15 juillet, je fais devant un jury populaire, il vous dit, la conformité, c'est de le faire devant l'Assemblée. Depuis le 14 mai, qu'il a passé une demande de contribution à tous les ministres pour sa DPO, il leur a dit, je la ferai à l'Assemblée nationale, dans la lettre du 14 mai, de son directeur de cabinet. Lui-même, il vous dit, il y a des problèmes aujourd'hui à l'Assemblée et j'espère qu'on va les régler. Ça veut dire, donc, première hypothèse, on règle. Je viens. On ne règle pas. On va trouver une solution. Maintenant, au pouvoir de régler, ils sont le pouvoir quand même pour régler ce problème. Je pense que c'est comme ça qu'il faut lire Ousmane Sonko. Justement, de régler le problème. Ousmane Sonko, il faut le lire entre les lignes. Ousmane Sonko, il faut le lire en fonction de ce qu'il dit. Il vous dit, voici les possibilités, et ces possibilités, il faut les explorer. Mais pourquoi vous arrêtez-vous au 15 juillet où il irait devant un jury populaire? Ce qui n'a pas de sens. Lui-même, il sait que ça n'a pas de sens. Et quand on fait le rapprochement avec Kolo-Barnier, on sait que, bon, devant la rigidité de l'Assemblée, il a cherché une porte de sortie. Mais la véritable porte de sortie, ce n'est pas Kolo-Barnier. Et encore une fois, où il entre en contradiction avec lui-même, c'est-à-dire avec le gouvernement. Quand le ministre de l'Intérieur écrit pour demander un désencombrement humain, devant des gens qui étaient jadis des alliés de Pastef prend peur et le pyromane joue au pompier. Donc pour vous, c'est ça Ousmane Sonko. Si vous voulez maintenant solution ne pas le comprendre, d'ici le 15. On va véritablement essayer de déchiffrer le sexe des anges. On va véritablement aller de crise en crise, comme depuis 2021, que Ousmane Sonko est apparu sur la scène publique, politique en tout cas. Et bon, on va amuser la galerie. Merci Pathé Mbodj. Malheureusement, en raison des problèmes techniques, nous avons perdu quelques minutes
avec voilà, la première intervention de Alioune Souaré qu'on a retrouvée, j'espère dans de meilleures conditions d'écoute. Monsieur Souaré, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, on vous entend beaucoup mieux. Je vais vous laisser peut-être reprendre votre développement et conclure ce point de vue, puisqu'il nous reste que 3 minutes maintenant. Oui, en fait, je disais donc que la solution, effectivement, le Conseil constitutionnel, le règlement intérieur, c'est une loi organique. Et en matière que le Conseil constitutionnel est compétent. Et d'ailleurs, même si pour le dernier règlement, le règlement qui a été voté, c'est la loi 2000, c'est du 28 octobre 2019, portant au règlement intérieur, modification et complément pour le. Donc, alors, dans cette dans la première le président de la République, même effectivement sur les points faits, qui est le cas du Conseil qui avait donné effectivement de conformité. Aujourd'hui, la démarche qui est plus même pour démontrer autant que au point de vue Vraiment désolé, hein, M. Souaré, la qualité sonore ne s'est pas améliorée. Je suis vraiment désolé donc de cette tournure, désolé pour vous et désolé pour nos auditeurs pour la piètre qualité de cette liaison. Nous espérons vous entendre plus clairement dans notre version en Wolof de ce débat en tout état de cause. Je vous remercie et je remercie Patembotch pour cette participation à ce débat. C'est la fin de cette édition à 12h52 bientôt. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. À la rédaction en chef, El Hadj Ndiogou Diène. Chef d'édition Awambay avec Mam Astoukan. À la mise en onde, Alioune Ba. À la production, Amadi Ndiaye, à 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes. Au revoir.